Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. C'est quoi le menu de votre quiz ? Plein de choses variées. Je vais vous parler friandises et divinités. Oh là, est-ce que ça vous inspire ? Oui, beaucoup. On va se les partager avec Clémentine. Je vais les partager pour vous, vous en faites pas. D'accord, mais avant d'affronter Clémentine, je vais quand même lui laisser la parole. Vous nous racontez des histoires dont vous seul avez le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Oui, aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez un couple qui a défrayé la chronique, lui aussi, celui formé dans la Grèce antique par Aspasie et Périclès. Ils s'aiment, mais ils n'ont pas le droit de se marier parce qu'ils ne sont pas égaux de naissance. Ah oui, il y a du Roméo et Juliette. Chez il y a ça dans toutes les familles royales. Oui. On part dans la Grèce antique, c'est quand même très loin, puisque Périclès est né en 495 avant Jésus-Christ. Et il était issu d'une très puissante famille. Il a dirigé l'Empire athénien pendant près de 40 ans. Son influence sur la société grecque a été si grande qu'on a pris l'habitude de parler du 5e siècle en Grèce antique. Siècle de Périclès. Exactement. Ou aussi d'âge d'or. On le surnommait le premier citoyen de sa patrie. Il a profondément marqué son époque et les suivantes. Il a tout fait pour favoriser la démocratie athénienne. On l'appelait tête d'oignon. Pourquoi il avait une tête d'oignon ? Il avait une très grosse tête. Vers 445, il rencontre Aspasie. Aspasie, c'est une jeune fille de 25 ans. Elle est originaire de Milet et elle vient à Athènes en voyage d'agrément avec une amie. Elle appartient elle aussi à une famille très aisée. On pense qu'elle était apparentée au grand et beau général athénien Alcibiade. Lors d'une représentation théâtrale, elle est remarquée par Périclès. Il vient la voir, il la questionne sur ses origines. Il est extrêmement frappé, non seulement par sa beauté, bien sûr, mais par l'esprit très vif, l'érudition de cette jeune provinciale. Il est absolument bluffé parce qu'elle semble ne rien ignorer des lettres et des arts contemporains, ni des grands enjeux politiques auxquels le nom de Périclès est alors associé. Périclès va divorcer de sa première épouse et Aspasie devient sa concubine. On appelle ça sa palaquée. On pense qu'il ne l'a sans doute pas épousée parce que quand on était citoyen d'Athènes, on ne pouvait pas épouser une métèque. Le mot métèque nous semble très très péjoratif, mais le métèque, c'est une sorte de statut intermédiaire entre l'étranger complet, le barbare, et le citoyen athénien. C'est-à-dire c'est un citoyen d'une autre ville. On est dans ces cas-là un métèque, et on ne sait pas donc si elle a été son épouse ou simple concubine, mais en tout cas, ce choix, naturellement, est désapprouvé par tout son entourage, en particulier par ses fils. Donc, les ennemis de Périclès vont faire exactement comme les ennemis de Molière, et ça va être haro sur le baudet. Et le baudet, c'est Aspasie. On va la décrire comme une prostituée, une étaïre, et ça plaît pas du tout parce qu'elle est très libre. Elle n'est pas mariée, elle est inféodée à personne, elle paie des impôts et elle peut assister au débat public, ce qui est vraiment, en effet, une marque d'un statut extrêmement particulier pour une femme. À l'époque, aucune femme, aucune Athénienne ne peut rivaliser avec elle. Son intelligence politique lui permet de seconder en tout son compagnon ou son mari, de le conseiller. Elle est un véritable alter ego. Or, une épouse grecque n'est pas un alter ego. Elle, c'est un alter ego. Et si l'on en croit Platon, c'est elle qui aurait écrit l'une des plus brillantes oraisons funèbres prononcées par Périclès. Elle est un peu son ghostwriter, son écrivain de l'ombre. En tout cas, elle est vraiment... Elle est vraiment son égale. Il l'intègre à son cercle d'amis. Et elle va avoir une grande influence sur la culture et la politique athénienne de son époque. Elle aurait même échangé avec Socrate, enseigné l'art oratoire au grand Sophocle. Enfin, vous imaginez ça ? Ouais. Vous savez que si on se retrouvait tous les trois instantanément sur les collines du Parthénon et qu'on croisait Socrate et Sophocle, même si on parlait grec ancien, on n'aurait rien à leur dire, ces gars-là. Faut voir. Et, ah bon, oui. Faut voir. En tout cas, Aspasie, elle parle d'égal à égal, avec, pas tout à fait, sans doute avec Socrate et Sophocle, mais enfin, il la tolère parmi eux. Évidemment, ça choque beaucoup, et ce couple défraie la chronique, parce que la place d'une femme est au gynécée, c'est à la maison, à s'occuper du foyer, et pas du tout à aller discuter politique. Ils sont complètement indifférents aux préjugés. Un soir, Périclès rentre chez lui, et puis il surprend Alcibiade, le bel Alcibiade, le plus beau et le plus débauché des Grecs. Il se tient aux genoux d'Aspasie
il lui enlace les cuisses. Alors là, elle se dégage promptement à Aspasie et le sourire aux lèvres, elle dit à Périclès, jamais votre pupille ne m'avait récité des vers avec autant de talent. En gros, il est à genoux à ses pieds en train de lui faire de la poésie, tu parles. Bon, Périclès fait fin d'être dupe. Il embrasse sa femme, comme il ne manquait jamais de le faire en la quittant et en la retrouvant à chaque fois. Un tel mépris du qu'en dira-t-on explique l'antipathie qu'inspira toujours la Milésienne aux Grecs vertueux. Et puis aussi, évidemment, aux ennemis du dictateur qui voyaient en elle son point vulnérable. Et à tel point que on va accuser Aspasie de corrompre les femmes d'Athènes pour satisfaire les perversions de Périclès. Et elle est mise en procès et elle doit répondre devant l'instance. L'instance qui possède le droit judiciaire à Athènes s'appelle l'aréopage. Et donc devant l'aréopage, elle doit répondre du crime de libre pensée. C'est ce que les Romains appelleront l'impiété. Elle se défend avec éloquence, mais elle n'aurait pas été sauvée sans l'intervention de Périclès, qui va attendrir les juges par ses larmes. Et cette explosion émotionnelle absolument rarissime, unique chez ce grand homme qui était Périclès, en dit long sur son attachement à Aspasie. Malgré ses propres lois restreignant l'octroi de la citoyenneté athénienne aux enfants de 2 citoyens athéniens seulement, Périclès a un fils avec Aspasie et il va obtenir pour ce fils la citoyenneté athénienne. Donc c'est vraiment, là c'est un passe-droit, c'est un piston complet. Et après la mort de Périclès, alors là c'est là qu'elle choisit, je vous en avais parlé ces jours-ci, elle prend un autre protecteur et le protecteur c'est le Prostatès et ça m'a beaucoup étonné parce que n'ayant pas fait de grec ancien, je me disais mais comment le mot Prostatès protecteur a-t-il pu donner la prostate chez les messieurs? C'est quand même, les détours de l'étymologie sont parfois surprenants. Et après Périclès, elle épouse, nous dit-on, un marchand de moutons, un homme fruste, sans instruction. Son choix déçoit beaucoup autour d'elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle réussit à faire de lui le premier homme d'Athènes. Voilà, qui était Aspasie, la femme d'élite de l'un des plus grands hommes de l'histoire de l'Antiquité grecque. Waouh! Ben merci beaucoup Clémentine. À suivre, là c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est vous Jean-Luc Lemoyne qui prenez la main avec le quiz Born to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre.